Pierre Luton, un espoir fou dans le couloir de la mort. C'est une rencontre avec un condamné à mort américain avec qui vous avez entretenu une relation rare et unique. Une personne qui a passé 23 ans dans ce couloir de la mort, et c'est évidemment l'objet d'une réflexion plus générale, à la fois sur la peine de mort elle-même, sur ses substituts éventuels et sur la barbarie qui entoure tout ça. Évidemment, on prend plutôt votre livre comme prétexte aujourd'hui pour parler de l'état de la peine de mort dans le monde. Je disais que le thème de cette 4e journée, le thème retenu, c'est les échecs de la justice, c'est-à-dire les condamnations à mort et exécutions d'innocents en Chine, les mineurs délinquants exécutés en Iran, les malades mentaux aux États-Unis, et se rappeler que 68 pays maintiennent la peine de mort, mais que les dernières statistiques, et ça c'est un chiffre que j'ai appris aujourd'hui et qui m'a stupéfait, 94% des exécutions, c'est 4 pays seulement. 4 pays, oui, tout à fait. C'est l'Iran, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Chine. Ça veut dire que si ces 4 pays, on arrivait à ce qu'il y ait une abolition de la peine de mort, 94% des peines capitales disparaîtraient. Ah oui, probablement, oui, tout à fait. Et on peut dire que les États-Unis sont la seule grande démocratie, avec le Japon, à continuer à pratiquer les exécutions. Alors, on a fêté, y compris ici, on l'a célébré avec Robert Badinter, on l'a rappelé, en tout cas, l'abolition de la peine de mort en France. N'empêche que tout n'est pas complètement rose, puisque la France n'a toujours pas ratifié les instruments juridiques internationaux qui rendraient cette abolition de la peine de mort irréversible dans tous les cas. Tout à fait. Il me semble même que la France n'a... Le président Chirac s'était engagé en janvier 2006. Tout à fait. Éventuellement changer la Constitution. Et il y a aussi une autre question, c'est qu'a priori, l'abolition existe en temps de paix, mais elle n'existe pas forcément en temps de guerre. Donc la France est encore dans une situation, disons... Oui, un peu de flou juridique. En tout cas, ça n'est pas inscrit dans le marbre de la Constitution notamment, et c'est l'un des combats des abolitionnistes. En tout cas, elle a ratifié quand même un certain nombre de traités qui font qu'a priori, c'est quand même irréversible dans le contexte notamment européen. Cette rencontre avec un condamné à mort américain, j'imagine qu'elle vous a profondément marqué, puisqu'en plus elle dure c'est un échange que vous avez eu avec lui. Qu'est-ce que vous en tireriez comme conclusion là, dans quelques mots pour les gens qui nous regardent? En quelques mots, je pense que la nature humaine montre qu'on peut on peut survivre dans des conditions atroces, qu'on on peut apprendre aussi à s'améliorer, même quand on a commis un crime. Et ça montre que il n'est peut-être pas besoin de condamnation à mort pour que on puisse dépasser ce qui est insupportable, c'est-à-dire le fait de tuer. Je pense que ça, c'est en quelques mots. Si vous voulez quelques mots, c'est à mon avis les quelques mots les plus importants. Vous étiez rentré en contact comment avec lui? Alors j'ai eu l'occasion de tomber sur un livre qu'il a écrit avec un certain nombre de militants, d'abolitionnistes, et notamment Amnesty International. Et ce livre était à la fois bouleversant, et c'était parmi les documents, un document très intéressant sur les nouvelles prisons de haute sécurité aux États-Unis. Donc il explique, c'est un document formidable sur les conditions de vie infernales, je dirais, inhumaines, dans lesquelles il a vécu pendant une dizaine d'années, puisqu'il a vécu les 10 premières années de son incarcération dans un univers carcéral à peu près normal, on va dire, si on peut dire, où il a pu travailler et s'occuper de ses co-détenus, mais les 10 dernières années, il les a vécues dans un système hyper sécurisé, où il était dans 2 mètres sur 3, où il n'y avait pas de lumière du jour, où il n'avait pas d'interaction humaine, tous les troubles sensoriels qui se... Exactement. Et je pense que c'est quelqu'un qui a réussi à maintenir une intelligence, maintenir un intérêt pour le monde. Et on peut, enfin, j'en veux pour preuve tous les gens qui ont correspondu avec lui. Il n'y a pas que moi, mais il y a tout un tas de gens qui lui ont permis de s'abreuver et de se nourrir du monde de l'extérieur. Ce livre est préfacé par Françoise Rudetsky, la fondatrice de SOS Attentat, et c'est un très joli texte où elle explique que c'est justement parce qu'elle est mobilisée contre l'injustice aveugle des attentats qu'elle est militante abolitionniste et contre la peine de mort. Voilà, c'est un document tout à fait intéressant, un espoir fou dans le couloir de la mort. Il ne laisse évidemment pas indifférent, parce qu'il est dur, hein, faut quand même dire les choses, mais il est dur comme est dur la question qu'on vient d'évoquer. C'est dur, mais je pense que ça vaut le coup d'y aller voir.